Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la dimension locale de la conférence de Vienne sur les migrations 2020. La session est co-organisée par le projet Migration Ville à Ville en Méditerranée, MC2CM, porté par l'ICMPD, Cité et gouvernements locaux unis et ONU Habitat. Grâce au financement de l'Union européenne et de l'Agence de coopération suisse, le projet MC2CM vise à améliorer la gouvernance des migrations au niveau local, au sein d'un réseau de villes européennes et du sud de la Méditerranée. C'est justement avec des représentants de 2 villes participant au projet. J'ai aussi appris que ce sont des villes jumelles, le maire de Sfax, M. Mouni Elouni, et le maire adjoint de Grenoble, M. Emmanuel Carros, que nous aborderons les sujets de notre session qui s'intitule Les locales et les nouveaux globales, ce que les villes peuvent faire pour les migrants que les pays ne peuvent pas. Des attentes assez élevés avec un tel titre, n'est-ce pas? Les villes commencent à être reconnues, ils sont déjà reconnus, je dirais, comme des acteurs de la gouvernance migratoire. En effet, que les migrants traversent ou pas des frontières internationales, ils ont tendance à converger vers des sens urbains. 60% de la population mondiale vivra dans les villes d'ici à 2030. En effet, déjà dans la région de l'OCDE, vers 2/3 des migrants habitent dans les zones métropolitaines. Les villes étant les gouvernements les plus proches de leur population et les plus conscients des réalités et besoins locaux, elles jouent un rôle crucial dans la garantie des droits, l'accueil et l'intégration des nouveaux arrivants, la fourniture des services de base et la création d'un sentiment d'appartenance pour la cohésion sociale. Malgré ce rôle crucial, les contextes dans les villes opèrent et celle de la souveraineté du gouvernement national en matière de migration. Même lorsque le niveau de décentralisation, et on va aborder ça, est élevé dans quelques cas, les compétences locales en matière migratoire restent très restreintes, ce qui pose des défis spécifiques, notamment vis-à-vis certains migrants invisibles du fait de leur statut juridique. Dans la session d'aujourd'hui, on va examiner la manière dont 2 villes de 2 rives de la Méditerranée ont abordé le défi de migration exacerbé par COVID-19. Nous discuterons également l'impact de COVID sur la narrative, l'inclusion des sociétés dans le milieu urbain et les outils dont les villes ont besoin pour gérer efficacement les opportunités créées par la migration. Entrons de suite dans le vif du sujet avec une première question portant sur la pandémie de COVID-19 et l'impact sur les populations migrantes. Monsieur Eloumi, vous êtes le maire de la ville de Sfax depuis mai 2018, après la première élection municipale démocratique en Tunisie. Vous êtes né à Sfax, architecte, enseignante universitaire et expert auprès des tribunaux et ancien chef du bureau de l'ordre d'architectes de Sfax. Ouais. Sfax est la 2e ville de Tunisie et a une forte activité portuaire et industrielle. Et la ville attire aussi des migrants internes et internationaux. Elle compte également un important diaspora à l'étranger. Sfax est aussi un point de départ et transit pour les migrants irréguliers qui se dirigent vers l'Europe. Votre ville accueille de nombreux migrants subsahariens, souvent confrontés à la précarité, notamment du fait de leur statut migratoire. Dans ces contextes, Monsieur le maire, comment la municipalité a-t-elle assuré une réponse inclusive à la crise de COVID-19? Merci. Je veux juste faire un petit ajustement. Je suis élu le 6 mai 2018, élu en tant que membre du conseil, mais élu en tant que maire de la ville le 25 juin 2018. Donc, nous avons double élection, c'est une élection interne.
Euh, bon, comme tous les pays du monde, euh, la Tunisie et la ville de Sfax spécifiquement a connu quand même la première vague de la pandémie de Covid-19 et nous avons vécu une période de confinement total à partir du mois de mars 2019 jusqu'au mois de juin de 2019. Et donc, ce confinement a touché tous les aspects de la vie citoyenne dans la ville. Donc, nous sommes retrouvés avec des rues vides, des marchés fermés, des souks aussi fermés, et nous nous sommes réveillés effectivement sur des vagues de réfugiés, d'émigrés qui habitent entre nous. Nous avons au début compté quelques centaines, mais quand on a fait des statistiques, nous nous sommes trouvés avec des milliers d'émigrés qui vivent entre nous d'une manière clandestine. Ils peuvent être des immigrés, ils peuvent être des réfugiés, mais toutes sortes de migrations que nous avons trouvées entre nous, qui vivent entre nous, qui résident dans des conditions effectivement précaires, dans des zones de la ville de Sfax. Donc, si vous voulez, nous avons organisé des séances, enfin des campagnes d'entraide pour ces gens-là. Effectivement, pas tout à fait seuls, mais avec l'aide des organisations internationales comme l'MCDCM, comme le HCR, et nous avons organisé des campagnes d'aide pour ces gens-là. Nous avons distribué effectivement des milliers de bons d'achat en matière d'argent, ou bien nous avons distribué des produits alimentaires à ces gens. Donc, et comme nous nous sommes trouvés avec ce nombre grandissant de gens qui habitent entre nous, de subsahariens, nous étions obligés, parce que effectivement, notre réaction doit être principalement humanitaire, et nous avons fait les interventions nécessaires pour que ces gens-là auraient accès à nos hôpitaux, auraient accès à nos administrations pour profiter des différents services, que ce soit au niveau des instances locaux ou nationaux, ou même aux services municipaux, pour faciliter quand même leur vie, pour faciliter leur introduction dans la vie sociale au sein de notre ville. C'est comme ça que nous avons réagi face à cette pandémie. Et nous avons, comme vous l'avez dit, ces vagues d'immigration. Bien sûr, il y a deux phénomènes. Le premier phénomène, c'est la levée de l'État tunisien a levé l'obligation de l'obtention du visa pour plusieurs pays africains subsahariens, ça d'une part, et d'autre part, comme vous le savez, nous sommes entourés de pays là où il y a effectivement des guerres civiles. Donc, ça a donné des vagues de réfugiés qui se sont installés chez nous. Et donc, notre rôle là, c'est pour prendre en considération ces situations et pour essayer de remédier aux problèmes sociaux qu'ils ont vécus.
Merci, Monsieur le maire. Je Merci. vois les grands efforts qui sont pris par vous. Et on va en parler en fait d'inclusion de vos efforts aussi un peu plus tard. Mais avant, je vais passer la parole à Monsieur Carros. Bon, Vous êtes maire adjoint de Grenoble en charge de migration et coopération internationale depuis juin 2020. Avant, vous étiez adjointe maire en charge d'égalité des droits et vie associative. Vous êtes enseignante, responsable associative LGBT et syndicaliste. De par sa proximité avec l'Italie, Grenoble est un escale fréquemment utilisé pour se rendre ailleurs en France ou en Angleterre. Et Grenoble a une tradition, forte tradition comme ville d'accueil et se veut, disons, une ville pour tous. Monsieur Le Carros, le Covid a-t-il eu un impact sur la perception de migrantes à Grenoble et a-t-il aussi affecté le discours sur la migration au niveau local? alors, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je vous présente les salutations d'Éric Piolle, le maire de Grenoble. Comme en Tunisie, nous avons subi un confinement depuis mars, pendant mars, avril, mai, pendant 50 jours. Et là, depuis quelques jours, nous sommes sur un second confinement, d'une manière un petit peu plus léger peut-être, mais en tout cas, Grenoble fait partie d'une des régions les plus touchées par le Covid à l'heure actuelle. Donc la situation est assez inquiétante. Et bien sûr, cela affecte les personnes qui sont peut-être plus vulnérables en premier, puisque des difficultés d'accès aux soins, des difficultés d'accès à la nourriture. C'est pour ça que lors du premier confinement, une des premières actions de la ville de Grenoble, c'était d'assurer des distributions alimentaires à toutes les personnes, dont bien sûr les personnes migrantes. La philosophie de la ville de Grenoble, c'est de ne pas faire de distinction entre les personnes. Donc, toutes ces distributions alimentaires, un travail d'accès aux droits pour avoir des accès aux soins sont aussi menés depuis longtemps, depuis avant la crise du Covid. Et puis, sur le changement de regard, le climat actuel en France, en Europe, je dirais, était là, c'est un petit peu à la suspicion. À la suspicion et dans les périodes de crise, il faut qu'on travaille vraiment avec les habitants et les habitantes pour qu'un discours positif, un discours humaniste puisse avoir lieu, être majoritaire. Sur les emplois, les emplois qui ont été maintenus pendant la crise du Covid, quand presque tout était fermé, il y a des emplois publics. Il y a des emplois que certains qualifient de peu qualifiés, justement, et ces emplois sont parfois, bien souvent, attribués à des personnes issues de l'immigration qui se sont installées après sur la ville de Grenoble comme ailleurs. Et on voit bien que ces personnes ont une importance fondamentale, notamment dans les services publics. Ce qui a tenu la société, c'est les services publics. Avec des assistants maternels, avec des personnes de la propreté urbaine, avec des aides-soignants, des infirmiers, etc., etc., etc. Et donc, voilà, on a eu ce focus sur des professions que certains peut-être jugeaient non essentielles ou moins essentielles, mais qui, en tout cas, ont fait le lien. Après, moi, je continue à alerter sur le fait que dans ces situations de crise, des fois, des amalgames sont faits. Et donc, le plaidoyer qu'a la ville de Grenoble pour les associations sur l'intégration des personnes migrantes est nécessaire. Et d'autant plus, plus on donne de droits à des personnes, plus on donne des droits au logement, des droits à la santé, des droits au travail, plus ces personnes sont incluses dans la société, participent ensuite, après, à l'effort qu'on doit toutes faire en période de crise notamment. Donc, le fait de donner des droits aux personnes, c'est permettre aussi que ces personnes puissent à leur tour apporter leur pierre à la construction de la société et à la lutte notamment contre le Covid. Les personnes que l'on laisse volontairement dans la précarité seront plus facilement contaminées et donc
voilà, la chaîne des contaminations pourra continuer. Donc, c'est la philosophie vraiment de la ville de Grenoble, de mettre en valeur toutes les qualités des personnes et de travailler sur l'inclusion et l'accès au droit, même si, hélas, on le verra peut-être plus tard, le droit au travail, c'est une compétence de l'État et que c'est très compliqué pour un gouvernement local ou une ville de donner des droits locaux quand l'État va dans le sens contraire. Et on va continuer sur les compétences, on garde ça le meilleur pour la fin. Mais vous avez déjà parlé un peu de la prochaine question que j'avais vous passer, que Grenoble se positionne comme une terre d'accueil. Ça, c'est évident dans votre approche. Mais vous pouvez nous dire pourquoi la ville s'est positionnée comme telle et comment cela a-t-il un impact dans les sentiments d'appartenance et cohésion sociale? Je crois que c'est notre ADN. Pardon? C'est notre ADN, je pense, à Grenoble, d'être une terre d'accueil. Grenoble est une ville de carrefour, vous l'avez dit, une ville de rencontre, une ville de passage. Des fois, on s'arrête et on construit. La ville de Grenoble s'est enrichie au fil des décennies et des décennies de différentes diasporas, la diaspora arménienne dans les années 60-70, des personnes qui étaient réfugiées d'Amérique du Sud, qui fuyaient les régimes des généraux, sont venus à Grenoble. Pour construire les Jeux Olympiques, de personnes d'autres pays sont venues aussi en 1968 pour construire les bâtiments olympiques. Donc, on s'est toujours enrichi et les personnes, après, sont restées sur Grenoble. Donc, en fait, ça, je ne dirais pas que ça se construit sans se réfléchir, mais c'est naturel. Et donc, on continue sur ces démarches. Et pour les nouvelles personnes migrantes, nous, notre volonté, c'est de donner à ces personnes des pouvoirs de citoyennes et de citoyens, s'ils n'ont pas la nationalité. On met en place, nous, par exemple, des systèmes de démocratie participative, des systèmes de conseils citoyens indépendants, des systèmes de budget participatif, de votation citoyenne, auxquels tous les Grenoblois et toutes les Grenobloises de plus de 16 ans, quelle que soit leur nationalité, peuvent participer. Donc, les gens viennent voter pour des investissements, participent, peuvent même prendre la parole avec un conseil citoyen indépendant en conseil municipal. On a également une instance qui s'appelle le Conseil consultatif des résidents étrangers qui est mis en place pour essayer justement de faire que ces résidents étrangers participent aux instances démocratiques. Donc, il y a tout ce travail-là qui est fait pour que les personnes prennent leur place dans la cité, puisque ces personnes ont une place dans la cité en tant que résidents. Merci. J'aime bien surtout c'est ce que vous avez dit, quelle que soit sa nationalité, parce que toutes les personnes peuvent être citoyennes de la ville, disons. Et en fait, on va aborder, je pense, ce sujet dans les contextes de projet, la citoyenneté urbaine. Et ça va être chez vous, dans un contexte de prochain événement. Passons à la Tunisie. Je sais que vous avez vécu de changements importants au cours de la dernière décennie, avec un impact social et économique fort. Monsieur Eloumi, Monsieur le maire, comment une ville comme Sfax offre-t-elle des opportunités d'inclusion aux migrants dans un climat social complexe et même de lutte pour les ressources économiques, notamment chez les jeunes? Merci. Donc, comme vous l'avez dit, la Tunisie a connu quand même des changements profonds d'ordre politique, mais aussi qui ont un impact important sur tout ce qui est aspect économique et social, d'ailleurs partout, dans toutes les villes de la Tunisie. Mais malgré ces changements que nous sommes en train de vivre, nous assistons à une absence de texte juridique en la matière de l'immigration qui donne, si vous voulez, le minimum de droits aux immigrés, au moins d'accéder à l'embauche pour qu'ils puissent avoir quand même des revenus qui leur permettent même d'accéder à un loyer honorable au lieu de vivre dans des conditions que nous sommes en train de voir aujourd'hui
nous assistons à de nombres très importants de personnes qui vivent dans des espaces très étroits et ça pourrait quand même faire et causer des problèmes d'ordre même sanitaire qui pourraient être propagés même dans cités, dans des agglomérations qui entourent ces réfugiés. Et donc, malgré tout ça, nous avons essayé toujours d'encourager ces immigrés, surtout que nous avons des immigrés aussi qui sont en position régulière, qui s'organisent dans le cadre d'associations, que nous avons toujours encouragé à ce que ces associations quand même prennent quand même de l'importance dans des activités d'ordre social, d'ordre culturel, d'ordre sportif, d'ordre de loisirs. Et nous avons quand même facilité l'accès à ces gens-là à nos équipements d'ordre sportif, culturel, pour qu'ils puissent, dans nos espaces ouverts, pour qu'ils puissent participer dans la vie associative, dans la vie culturelle de la vie. Nous avons permis aussi l'accès aux commissions du conseil pour que ces gens d'être toujours à l'écoute de leurs préoccupations. Et bien sûr pour leur permettre d'être parmi nous comme étant un citoyen au même droit que le citoyen tunisien à part entière. Donc, nous avons bien sûr coordonné avec les ONG à l'échelle locale, aussi bien qu'à l'échelle mondiale, comme je l'ai dit tout à l'heure, MCDCM, HCR, toute autre organisation dans laquelle nous avons quand même un accès pour aider et pour faire intervenir ces gens-là dans la vie sociale en Tunisie. Nous avons beaucoup de travail à faire parce qu'effectivement, nous sommes au début, mais malgré l'absence, nous voulons à ce que l'État prenne en considération ces situations qui agrandissent de plus en plus. Maintenant, comme je l'ai dit au début, nous avons des milliers de gens qui habitent dans plusieurs zones de toutes les villes, je pense. Mais Sfax, comme étant la deuxième ville économique du pays, donc elle va recevoir plus de gens. Et donc, il faut leur permettre quand même un minimum de droits pour qu'ils puissent vivre d'une manière plus ou moins aisée. Malgré tout ce qu'ils sont en train de vivre, parce qu'au fait, ils sont venus parce qu'au fait, ils n'ont pas trouvé la vie régulière dans leur pays, donc il faut leur permettre ce genre de vécu entre nous. C'est dans ce sens que nous sommes en train de développer notre stratégie d'action avec ces gens et je pense que nos efforts vont être déployés ensemble pour que nos États prennent en considération ces phénomènes qui, comme je l'ai dit, qui s'agrandissent de plus en plus. Merci, Monsieur le maire. Je vois beaucoup de points en commun aussi entre les deux villes et un fort plaidoyer à l'État. Et vous avez déjà parlé des compétences. Juste peut-être deux mots, si vous avez décidé des autres mesures que pourraient être mises en place par l'État pour vous accompagner pour faire face à ces défis. Vous avez déjà dit pour reconnaître le statut de quelques gens, mais je ne sais pas si vous avez deux autres idées à ajouter avant de passer la parole à M. Carros, qui était là, je pense, fortement d'accord.
En ce qui concerne la décentralisation, c'est ce que vous C'est ça, voulez c'est ça. poser Avec les comme question? outils que vous avez en Tunisie au niveau de décentralisation et compétences Oui. locales. Oui, justement, nous vivons bien sûr une première expérience, une première totalement neuve chez nous, de décentralisation dans un climat démocratique en transition. Nous sommes en train de confronter, en tant que municipalité, en tant que gouvernance locale nouvellement installée, plusieurs difficultés pour instaurer de nouvelles traditions de décentralisation du pouvoir central, mais nous devons quand même travailler dans un climat où nous devons garder toujours l'unité de l'État. Le code des collectivités locales que nous sommes en train avec lequel nous sommes en train de travailler dans nos municipalités, nous permet et il même nous oblige de prendre toutes les mesures pour sauvegarder les intérêts du citoyen. Nous sommes en train de jouer ce rôle, mais toujours dans les cadres juridiques en vigueur. En matière d'immigration, l'État tunisien n'a pas encore pris les mesures et n'a pas entrepris la mise en vigueur d'un arsenal de textes. Nous avons besoin d'un arsenal de textes nécessaires pour régir ce phénomène qui devient de plus en plus pesant. Les aides humanitaires que les municipalités offrent à ces immigrés, les efforts d'inclusion que nous sommes en train de déployer, n'a d'effet que pousser l'État à développer toute une stratégie politique, économique et sociale envers ces immigrés. Cette force peut être importante pour nous quand des actions pareilles soient soutenues par des projets intercommunaux à l'échelle locale ou même à l'échelle internationale. Donc, nous pouvons travailler en coordination ici entre nous, entre municipalités ou même dans le cadre international, dans le cadre de ces ONG, dans le cadre de ces organisations dans lesquelles nous sommes en train de nous organiser de plus en plus. Donc, la municipalité de Sfax n'a pas cessé de s'impliquer à toutes les actions et à participer à toutes les occasions offertes avec tous nos partenaires à résoudre les problèmes et à prêter nos expériences, à échanger aussi les expériences avec les organisations et nos amis, les autres conseils municipaux dans plusieurs villes à l'échelle mondiale ou à l'échelle locale pour s'entraider et pour donner plus de solutions pour résoudre ce genre de problèmes. Et donc, je pense que nous avons beaucoup de travail à développer ensemble dans le cadre de partenariat, dans le cadre d'échange d'expériences, dans le cadre d'échange de compétences même, pourquoi pas, pour développer les idées, pour trouver des solutions. Et nous avons beaucoup de travail à permettre à ces phénomènes qui sont en train de développer. Je vais dire même qu'il faut vraiment penser à trouver les mesures pour faciliter davantage la circulation entre les pays. Il faut éliminer les obstacles que nous sommes en train de mettre de plus en plus entre le sud et le nord. Et donc, ça va nous permettre de bien collaborer, de trouver des climats plus sains pour que ces gens-là soient le plus stables possible. Merci, Monsieur le maire. Passons alors en France, parce que là, vous parlez de coopération entre vous êtes de villes jumelages. On n'a pas trop de temps dans la session, mais je voulais aussi faire cette distinction. France a un autre cadre juridique qui me semble bien défini entre État, région, département et ville, si je ne me trompe pas. Mais
Mais je voulais, parce que M. Carros, vous avez déjà mentionné l'État central, les gouvernements et les processus pour vous adapter aux défis de la migration. Avez-vous les outils et les canaux de dialogue interinstitutionnel nécessaires pour faire ça ou c'est un cas pareil à ce que parlait M. le maire à Sfax? Alors, je ne vous cache pas que c'est très compliqué. C'est très compliqué pour les villes, hein. Les municipalités ils n'ont pas forcément les moyens, même s'ils ont une clause de compétence générale, les moyens pour ce défi. Et puis, il y a d'autres strates dans l'administration française qui ont ces compétences spécifiques. Par exemple, sur la protection de l'enfance, les contrats jeunes majeurs, c'est le département. Sur les droits de séjour, le droit d'asile, c'est l'État. Alors, à la Grenoble, bien sûr, on mène une politique volontariste en fonction donc de nos moyens. On ouvre des logements, on crée des chalets, on soutient les associations et on fait surtout beaucoup d'actions des plaidoyers. Il y a 2 ans, avec la maire de Paris, d'autres maires des grandes villes comme Lille, comme Rennes, comme Toulouse, j'avais rencontré le ministre de l'Intérieur et le ministre du Logement pour alerter que toutes les villes sont dans la même situation. On voit des personnes migrantes qui viennent en France et, du fait de leurs droits minorés, tombent dans la précarité. Là, on est en novembre, l'hiver arrive sur Grenoble. Il faut absolument que l'État, dont c'est la compétence, mette les moyens pour que ces personnes soient protégées. Et puis nous, après, donc, un de nos moyens, c'est aussi de participer à certains réseaux, des réseaux comme l'Envita, des réseaux comme SOS Méditerranée, ou maintenant avec d'autres villes qui ont en plus la même coloration politique que Grenoble depuis quelques mois, on peut échanger des bonnes pratiques, être plus fort quand on fait toujours ces actions de plaidoyer vers l'État. Et puis, on a différents outils. Là, on a MC2CM qui nous a créé le profil migratoire de Grenoble pour qu'on puisse avoir une connaissance fine de la situation sur notre territoire pour mieux l'appréhender et mieux répondre à ces questions. Mais il y a vraiment quelque chose au niveau de la loi qui est centrale, qui est une compétence de l'État qu'il faut améliorer, puisque la loi française, pour l'instant, n'est pas très favorable à l'accueil des personnes migrantes. Nous, on a créé un guide des droits des résidents étrangers pour que quand même s'ils ont des droits minorés, ils puissent connaître leurs droits, que les associations qui les accompagnent puissent utiliser ces droits pour mieux accompagner les personnes. Mais vraiment, c'est quelque chose de très politique et de clivant. En France, cet accueil des personnes migrantes, et en Europe aussi, hein, quand on voit que certains pays d'Europe voilà, ont des politiques que moi je qualifie à volontiers d'extrême droite, c'est très compliqué, c'est clivant. Donc il y a aussi ce travail à faire pour que les citoyens et citoyennes réfléchissent positivement au phénomène migratoire, qui n'est pas un phénomène nouveau, comme on voudrait nous le faire croire, qui est un phénomène qui a construit nos villes, qui a construit nos pays européens. Donc, il faut travailler sur ces notions-là. Et puis, l'an prochain, en France, il y a des élections qui sont majeures. Il y a des élections départementales, il y a des élections régionales. Et là aussi, du fait du résultat des élections de 2021, on verra du coup si les choses s'améliorent ou sont toujours compliquées pour les personnes migrantes, parce que je vous le redis, c'est très politique et c'est très clivant en France. Et en tout cas, la ville de Grenoble, comme beaucoup de villes maintenant depuis les élections municipales, prône un meilleur accueil des personnes migrantes. Donc, on fait le maximum. Des fois, on a l'impression qu'on bricole parce qu'en fait, on n'a pas vraiment les moyens, les compétences et tout. Mais on essaie de progresser tous les jours, d'où l'importance de travailler avec les associations, d'où l'importance de travailler en réseau, d'où l'importance d'avoir recours à des chercheurs, des experts, à un profil migratoire pour nous aider à mieux accompagner ces personnes migrantes. Mais c'est difficile et c'est un peu inquiétant. Bon. Merci avec ces points très positifs. Non, mais c'est dommage, on a abordé, on est à la fin de notre session, mais je pense, je vais d'abord vous remercier. Un grand merci à vous, monsieur, pour votre participation, aussi pour vos témoignages plaidoyers, disons. Je pense que vos interventions nous permettent de mieux capturer
le rôle fondamental que jouent les villes dans la gouvernance des migrations. Nous voyons bien que l'intervention locale est essentielle, en fait, pour assurer les droits, parce que ça, c'était en commun, et de toutes et tous, et les parcours d'inclusion, que c'est très important pour la cohésion sociale. Toutefois, on voit qu'il y a de nombreux défis qui persistent et ça n'arrête pas ici. Les compétences des autorités locales et les ressources à leur disposition sont souvent insuffisantes, et surtout pour faire face à la tâche que vous avez expliquée qui vous incombe. Alors, même s'il existe, il y a déjà quelques mécanismes qui existent déjà, il faut continuer à développer des canaux de dialogue entre, comme vous avez dit, les autorités locales, les gouvernements centraux, mais aussi de coordonner avec la société civile, les citoyens. On continuera dans le cadre du projet MC2M à aborder ces questions. On finalise les profils migratoires. J'ai dit aussi qu'on va faire des dialogues thématiques sur la question de citoyenneté urbaine, des actions ciblées. Et pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux Urban Migration ou de nous contacter. Merci de nous avoir suivis pour cette session. Ici Anna Feder du Bureau de coordination pour la Méditerranée. Et à vous, Vienne, nous rendons l'antenne.